Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un coup magistral sur l'échiquier diplomatique, une nouvelle preuve de la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un tournant historique pour deux royaumes qui, par-delà 8 siècles, ne cessent de construire un avenir partagé. Le Royaume-Uni et le Maroc ont en effet ce 1er juin officiellement lancé un partenariat stratégique renforcé. Au cœur de cet accord, une avancée cruciale concernant le Sahara. Londres a en effet formellement reconnu la proposition d'autonomie du Maroc de 2007 comme la base la plus crédible et pragmatique pour une résolution durable du différend régional. Mais pas que. Londres affirme aussi que le temps d'une résolution et d'une avancée sur cette question est plus que dépassé. C'est un changement de politique étrangère significatif pour ce membre permanent du Conseil de sécurité et qui vient renforcer le consensus international croissant autour de l'initiative d'autonomie prévue par le Maroc. Ce changement de cap s'accompagne de l'engagement du Royaume-Uni à soutenir les projets économiques dans la région, notamment dans les provinces sahariennes. Ce partenariat stratégique n'est pas seulement un accord, c'est la promesse d'une doctrine géostratégique britannique en Afrique et pour le Maroc, la consolidation de son rôle de pilier de stabilité régionale. Le Royaume-Uni mise sur le Royaume du Maroc et son Sahara pour une Global Britain concrète. Un avenir commun se dessine, riche en opportunités que nous allons analyser ce soir en compagnie de mes chers invités. Se joint à nous depuis Abu Dhabi le docteur Mohamed Badil Yatiwi, professeur d'études stratégiques au Collège de défense des Émirats arabes unis. Bonsoir docteur Yatiwi, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et merci pour votre invitation. Plaisir partagé. Merci à vous. Merci à vous de l'accepter. Avec moi en plateau, l'expert en relations internationales et géostratégie, Cheikh Khaoué Loudani. Bonsoir. Merci beaucoup, Madame Khadija, pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, Cheikh Khaoué Loudani, je commencerai par vous. Hier dimanche, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni, David Lammy, était à Rabat, un tournant donc diplomatique pour le dossier du Sahara. Pourquoi est-ce une décision, à travers cette reconnaissance du sérieux, de la crédibilité de la solution marocaine, pourquoi est-ce une décision pragmatique et non un geste diplomatique, un geste symbolique du Royaume-Uni? En fait, cette décision de la Grande-Bretagne, ou bien du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, pour bien spécifier un petit peu les choses, parce que c'est de la géopolitique là-dessus. Donc, ce n'est pas un simple alignement politique, mais j'ose dire c'est un acte fondateur. Parce que la Grande-Bretagne, en reconnaissant donc, le plan d'autonomie comme une base crédible, solide et d'une manière, si vous acceptez le terme, donc ils reconnaissent la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, et on va revenir pourquoi. Donc, la Grande-Bretagne est en train de tracer une cartographie géostratégique de l'Atlantique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la Grande-Bretagne, vous parlez d'un pays qui a une légitimité historique, une légitimité aussi et une crédibilité juridique au niveau des Nations Unies. C'est un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un pays qui a une vision claire sur la manière de concevoir les relations internationales, notamment dans l'ère post-coloniale. Aujourd'hui, on rentre dans ce qu'on appelle l'ère de la co-souveraineté partagée ou bien la co-souveraineté productive. Et donc, je pense aujourd'hui, la Grande-Bretagne, à travers cette décision stratégique, il est en train d'agir pour la stabilité et la sécurité. Il faut le dire aussi que la Grande-Bretagne, avec cette reconnaissance, elle est en train de concevoir une stratégie globale avec le Royaume du Maroc, où il y a 3 choses qui sont articulées. Il y a la souveraineté, donc une souveraineté, une co-souveraineté partagée. Pourquoi vous dites dans l'un de vos policy papers que vous avez écrit, rédigé, pourquoi vous parlez de stabilité? Pourquoi la stabilité commence-t-elle par la souveraineté, selon vous? La stabilité, c'est la condition sine qua non de la liberté. Parce que lorsque vous ne disposez pas d'une stabilité, on n'a pas une vision correcte de mettre en place toutes les stratégies globales, que ce soit horizontales ou verticales, pour développer, pour co-développer. Aujourd'hui, le Maroc, il est en train de jouer un rôle très important. Quand vous parlez de la région et de la sous-région, vous connaissez très bien, Madame Khadija, ce qui se passe dans la région sahélo-saharienne, dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a des acteurs non étatiques, il y a des groupes terroristes. Il y a aussi des initiatives qui sont encourageantes et structurantes à l'image des initiatives de Sa Majesté le roi Mohamed VI concernant les pays du Sahel, le désenclavement du pays du Sahel, le gazoduc Nigeria-Maroc. Donc, il y a des initiatives qui sont porteurs de portée géopolitique à l'échelle internationale. Donc, la sécurité
pour moi, et je vois, c'est un levier stratégique pour essayer de consolider donc votre autonomie stratégique. Et quand vous parlez de l'autonomie stratégique, vous parlez donc d'une ce qu'on appelle aujourd'hui un État plateforme capable de créer donc une ambiance autour d'elle pour une alliance ou bien une co-alliance stratégique sur des questions qui sont de dimensions importantes. Et de là vient la souveraineté. La souveraineté aujourd'hui, ce n'est pas qu'un concept politique, mais c'est un concept géopolitique. Aujourd'hui, quand la Grande-Bretagne vient de reconnaître, à l'image des États-Unis et à l'image de la France, de l'Espagne, parce qu'ils veulent créer un écosystème de co-souveraineté. La stabilité, c'est la condition de la création de ce écosystème de la stabilité et de co-développement. Parce qu'une souveraineté qui n'est pas basée sur une stabilité politique, donc ce n'est pas une souveraineté. Et de fait, aujourd'hui, la souveraineté donc, du Maroc sur les provinces du Sud devient un levier géopolitique pour les grandes puissances, parce que vous avez parlé d'une chose qui est très importante. C'est Great Britain, c'est un projet, c'est une doctrine. Global Britain. Global Britain, c'est une doctrine britannique qui est en train de se mettre en place et à travers lesquelles il y a ce qu'on appelle la mise en place des initiatives, des corridors partagés, l'initiative des corridors souverains partagés. Et c'est une initiative qui est très importante, qui rentre dans la géopolitique du Maroc, ce que je peux appeler Strait Belt, ou bien les voies maritimes, les corridors maritimes qui vont aller de la Méditerranée à Dakhla, de Dakhla à Nouadhibou, de Nouadhibou jusqu'à Lusaka. Et donc, de fait, aujourd'hui, la Grande-Bretagne s'intéresse à ces évolutions géostratégiques et son intérêt, parce qu'il sait très bien que le Maroc, il agit dans 3 espaces géopolitiques très importants pour la Grande-Bretagne. Il y a l'Afrique, il y a la Méditerranée et il y a l'Atlantique. Très bien. Comment le Royaume-Uni, professeur Yatioui, comment le Royaume-Uni peut promouvoir la proposition d'autonomie du Maroc, qu'il vient donc de soutenir de manière claire, noir sur blanc, publiquement, avec ce communiqué qui détaille ce renforcement des relations entre les deux pays comme base des discussions, notamment au sein des institutions internationales, pour ce membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Alors, ce qui va être intéressant, ça va être le fait d'avoir un 3e membre permanent du Conseil de sécurité qui va bien évidemment pousser en faveur des intérêts du Maroc et pour plaider la cause du plan d'autonomie qui, comme l'a très bien rappelé hier le ministre britannique des Affaires étrangères, le seul plan est le plus crédible, le plus réaliste finalement. Et donc on peut espérer que la diplomatie britannique, alliée à la diplomatie américaine et alliée à la diplomatie française, pousse au sein des instances onusiennes et principalement au sein du Conseil de sécurité pour finalement argumenter en faveur du Maroc. On peut aussi espérer que d'autres pays européens désormais suivent, puisqu'on a la France et le Royaume-Uni, mais on a également l'Espagne, et on a d'autres pays qui ont, au fil des années, aussi soutenu le plan d'autonomie comme étant le plan le plus crédible, le plus réaliste. Et ça, c'est quelque chose de très positif. On connaît aussi le poids de la diplomatie britannique auprès des pays du Commonwealth, différents pays qui se trouvent dans différentes parties du monde. On peut avoir aussi bien l'Australie que des pays africains ou des pays des Caraïbes. Et là aussi, ça peut être quelque chose d'assez favorable au Royaume pour, on va dire, engranger des reconnaissances supplémentaires et engranger des soutiens au plan d'autonomie. Donc, est-ce que de l'appui américain à la structuration d'un consensus international, docteur Yatioui, est-ce qu'on va vers une nouvelle doctrine onusienne sur le Sahara? Oui, clairement, puisque là, on voit désormais qu'on a 3 pays membres du permanent du Conseil de sécurité qui ont une position sans équivoque de soutien. On a la Chine qui ne s'est jamais opposée aux dernières résolutions en tout cas du Conseil de sécurité, donc c'est quelque chose de très positif. Reste le cas russe qui est ambivalent et qui va parfois de la menace du veto à l'abstention, voire parfois au vote, mais c'est plus rare, plutôt l'abstention. Et là, on rentre dans la 50e année de la Marche verte, qui est un événement historique pour le Maroc et pour tous les Marocains. Et on peut espérer cette année, lors du vote d'une prochaine résolution, c'est-à-dire très certainement fin octobre, ce qui serait symboliquement très beau d'avoir une résolution fin octobre, juste avant le 6 novembre, pour finalement définitivement clore ce conflit artificiel, puisque là, on a une dynamique qui est très positive et il faudrait espérer finalement avoir
4 votes pour et peut-être une abstention russe pour définitivement clore au sein des instances onusiennes ce conflit artificiel qui n'a que trop duré et qui finalement prouve ce que Sa Majesté le roi Hassan II affirmait il y a plus de 50 ans maintenant, que le Sahara était marocain et qu'il le resterait. Exactement. Et puis, je parlais de consensus international. Il y a tout juste une semaine, le Kenya aussi a publiquement affirmé le sérieux, la crédibilité, la durabilité de la solution ou du plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007. C'est un autre membre du Commonwealth, Cherkaoui Roudani. Comment, avec ce ralliement, j'ai envie de dire, du Royaume-Uni à la cause nationale, comment cela pourrait changer la dynamique au sein de ce groupement qu'est le Commonwealth, Oui, notamment en Afrique, mais pas que, dans le reste du monde aussi. Effectivement, il faut juste pour ajouter quelque chose qui est très important aujourd'hui, la reconnaissance britannique, c'est une projection de confiance envers le Maroc. Il n'est pas une concession de circonstances. C'est très important de le souligner parce qu'aujourd'hui, on rentre dans une stratégie plus globale, plus multidimensionnelle, qui va au-delà parfois des choses. Aujourd'hui, tout le monde sait que le monde il est en train de changer. Tout ce qui concerne la façon de concevoir avec l'idéologie, il est dépassé. Donc ça, ce sont des résidus du passé. Donc de fait, aujourd'hui, comme vous l'avez bien signalé, Madame Khadija, aujourd'hui, on parle du Commonwealth. C'est un espace géopolitique très, très important. C'est comme la francophonie. Le Commonwealth, les plus anciens, voilà, les plus anciens, effectivement. Depuis les années 30. Voilà, donc de fait, il y a des sommets chaque année de la Grande-Bretagne avec les pays anglophones qui parlent de l'anglais. Il y a une relation très étroite. N'oublions pas que le Kenya, il est au Ghana aussi, qui a vraiment attesté, donc qui a affirmé son soutien au plan d'autonomie marocain. Et aussi, donc, il y a d'autres pays qui dépassent ce qu'on appelle géopolitiquement la ligne de Maïnou. La ligne de Maïnou, c'est la frontière entre les pays qui parlent français et les pays qui parlent anglais. Donc aujourd'hui, depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, donc la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et à travers plusieurs visites stratégiques dans plusieurs pays, vous vous rappelez par exemple la Zambie, vous vous rappelez par exemple le Sud-Soudan, le Ghana aussi. Donc aujourd'hui, on voit que cette vision et cette politique de Sa Majesté commence à vraiment à avoir un ancrage. Si vous acceptez le terme, un ancrage qui commence à donner donc, ses fruits de dimension stratégique. Donc, et de fait, aujourd'hui, la Grande-Bretagne, il est appelé, il faut le dire aussi avec grand courage, c'est que la Grande-Bretagne, il est appelé aussi, et je pense même le ministre des Affaires étrangères l'a mis, et qui est quelqu'un qui est fin connaisseur de la situation et le contentieux géopolitique qui est entre le Maroc et l'Algérie, parce qu'il faut le dire aussi que l'Algérie qui est derrière tout ça, le séparatisme n'est qu'un levier géopolitique dans la main de l'Algérie pour asseoir une stratégie pour arriver ou bien pour atteindre l'Atlantique. Donc aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères britannique, comme il a bien souligné hier soir, c'est que cette année, c'est une année décisive. Donc c'est une année où il faut trouver une solution à ce conflit artificiel parce qu'il bloque, et ce n'est pas le premier qui l'a dit, n'oublions pas aussi Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre français, plusieurs dirigeants à l'échelle internationale qui ont insisté sur la nécessité de mettre en place ce grand Maghreb. D'ailleurs, c'est pourquoi Sa Majesté, à chaque fois dans ses discours royaux, il tend la main à l'Algérie pour reconstruire avec force cet espace géopolitique de dimension importante. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des étapes concrètement pour relancer, pour que le Royaume-Uni participe à la relance des négociations constructives dans ce sens, dans ce sujet? Je pense non. Je pense que la Grande-Bretagne, le fait qu'il a eu cet alignement stratégique avec le Maroc, c'est qu'il a dans son stratégie globale, parce que la Grande-Bretagne quand même c'est un État-nation. C'est comme le Maroc, si j'ose dire, ce n'est pas un État-nation, mais un État-civilisation. C'est comme le Maroc. Donc le Maroc, c'est un État-civilisation où il y a un couplage, il y a des points de convergence stratégique sur certains jeux très importants de dimension internationale. Je parle de l'Atlantique et j'insiste sur les mots des corridors partagés entre les deux pays. Parce que quand vous voyez Global Britain en tant que doctrine géopolitique de la Grande-Bretagne, quand vous voyez les initiatives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, si on arrive de faire une sorte d'addition
l'addition de toutes ces initiatives de dimension Vous pensez que le Royaume-Uni pourrait entreprendre des actions concrètes pour soutenir les initiatives africaines de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et donc du Royaume du Maroc? Notamment, il y a le processus des États africains atlantiques, il y a cette initiative royale pour désenclaver les pays du Sahel, il y a, vous avez évoqué tout à l'heure, un projet concret, celui du gazoduc Nigeria-Maroc ou du gazoduc, ce qu'on appelle aujourd'hui Afrique Atlantique. Oui, tout à fait, parce que dans l'intérêt de la Grande-Bretagne, donc il faut le dire aussi, ce n'est pas pour les beaux yeux des Marocaines que la Grande-Bretagne a pris cette position, parce qu'il y a des intérêts géostratégiques. Derrière, il y a une matrice géostratégique qui est en train de s'installer. L'ordre mondial, le Maroc aujourd'hui devient, avec ces initiatives royales, un État plateforme, un État stratégique, un pivot, un pont entre l'espace atlantique, euro-atlantique et l'espace africain. Et de fait, aujourd'hui, la Grande-Bretagne, il a besoin d'un pays stable, un pays de confiance, un pays qui a aussi, n'oublions pas, Madame Khadija, ça fait 800 années qu'il y a des relations bilatérales entre le Maroc et la Grande-Bretagne. Le premier traité de paix et de commerce a été signé, ça fait 300 ans. Et de fait, cette relation, elle est ancestrale, elle est séculaire. Oui. C'est à l'image des relations entre le Maroc et les États-Unis. Et de fait, j'ose dire aujourd'hui, il y a un axe moteur stratégique qui est en train de se mettre en place. Washington, London, Paris, Rabat. C'est un axe qui a de l'ambition et que je pense qu'il est capable de reconfigurer plusieurs variantes de la géopolitique mondiale, à savoir dans l'espace méditerranéen, atlantique et même dans le continent africain. Et c'est pourquoi beaucoup de pays de Commonwealth vont suivre le pas de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Tout simplement, c'est des intérêts stratégiques. Le Maroc, aujourd'hui, il a changé. Le Maroc, c'est un acteur que l'on ne peut jamais oublier. Parce qu'ils sont des pays du Commonwealth ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a une certaine connivence stratégique, il y a des intérêts stratégiques. Et je pense même que l'Afrique du Sud peut rentrer dans cette conception stratégique de la Grande-Bretagne, étant donné que ses relations sont étroites avec la Grande-Bretagne. Oui. Avec la Grande-Bretagne, et d'autant plus, vous avez parlé d'un point très important, et c'est ma transition pour ma prochaine question pour vous, Dr Yeti. Oui, le temps des idéologies est aujourd'hui dépassé. Le temps aujourd'hui est aux intérêts notamment économiques. Il y a un fort potentiel de croissance du commerce bilatéral entre bien sûr le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, mais de manière beaucoup plus globale. Il s'agit aussi de l'ouverture sur l'Afrique. Il y a aussi cet accord qui a été signé avec 5 milliards de livres sterling de financement à l'exportation. Quels sont, selon vous, les secteurs stratégiques pour Londres et Rabat? En gros, ces 5 milliards pourraient être investis sur le terrain de la réalité. Comment? Oui, il y a une réalité économique et il y a des idéologies qui sont désormais mises de côté. Il faut aussi rappeler qu'au Maroc, nous attendions depuis un certain temps maintenant un changement, ou en tout cas une clarification de la position britannique, et on pensait qu'elle arriverait avec les Tories, les conservateurs. Finalement, elle est arrivée avec le Labour et la gauche britannique. On se souvient que le précédent leader de cette gauche, Jeremy Corbyn, avait lui une vision idéologisée, ou en tout cas une vision idéologique de la question du Sahara marocain, et était un opposant, j'ai envie de dire un ennemi de l'intégrité territoriale du royaume. Et on voit que Keir Starmer, qui est lui aussi issu de la gauche britannique, du New Labour, est celui qui finalement permet aujourd'hui aux relations entre les deux pays d'avancer et finalement de s'accélérer dans un certain nombre de domaines. Donc le package dont vous parlez, je pense qu'il va s'orienter vers tout un tas de secteurs, mais en priorité les secteurs énergétiques, puisque pour les deux pays, ce sont des secteurs clés bien évidemment, des investissements dans les provinces du Sud dans le secteur énergétique, des accords de coopération en matière de sécurité et de défense, puisque l'industrie de défense britannique est parmi l'une des plus pertinentes, ou en tout cas l'une des plus performantes au monde. Donc c'est aussi on va dire un client, enfin un fournisseur pardon, supplémentaire pour le Royaume du Maroc et un client supplémentaire pour le Royaume-Uni. Donc on voit qu'il y a tout un tas de secteurs sur lesquels, en matière de défense, sécurité, que ce soit les armements ou aussi tout ce qui touche à la surveillance, qui peuvent nous servir de la part des Britanniques, qui ont une vraie expertise et qui permettraient aussi de diversifier les armements marocains. Et d'une autre façon aussi, il y a tout un tas de partenariats qui vont se mettre en place en matière d'énergie renouvelable. Et là, on voit que le Maroc va évidemment avoir un rôle à jouer puisqu'il est, on va dire, l'un des acteurs clés en Afrique.
et quelque part dans le monde, en tout ce qui concerne l'énergie solaire, avec notamment les différentes centrales Nour à Ouarzazate. Et très certainement, les Britanniques voudront investir dans ces secteurs-là. Et on voit finalement que les Britanniques aussi vont vouloir se servir de leur nouvelle relation avec le Royaume du Maroc pour commercer avec les pays africains et pas uniquement les pays du Commonwealth avec lesquels ils ont déjà des relations historiques profondes et évidentes, mais également avec peut-être d'autres acteurs d'Afrique de l'Ouest francophones cette fois-ci, en s'appuyant sur les plateformes logistiques marocaines et notamment le futur port de Dakhla qui va évidemment changer la donne pour tout un tas de pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Justement, sur cet aspect de coopération, notamment dans l'industrie de la défense, il y a aussi un accord qui a été signé avec BAE Systems, qui est une entreprise britannique de défense, qui est un des acteurs majeurs européens en termes d'industrie militaire et aérospatiale. Elle est présente en Afrique du Sud, où justement ils fabriquent du matériel militaire là-bas. La présence d'un acteur aussi important au Maroc, comment peut-il engranger d'autres bénéfices pour cette industrie naissante qui est l'industrie militaire au Maroc? Tout à fait, parce qu'il faut le dire, Madame Khadija, la légitimité se construit à travers la force de la projection, à travers la stabilité, et aussi à travers cette force d'innover, cette force de coaguler les synergies. Aujourd'hui, le Maroc, comme je viens de vous dire, c'est un État plateforme, un État capable de structurer plusieurs visions de dimension internationale. C'est un acteur que l'on peut ignorer aujourd'hui à la lumière des métamorphoses et des mutations que connaît le monde et le XXIe siècle. Et de fait, aujourd'hui, la Grande-Bretagne s'intéresse. Le Maroc, aujourd'hui, c'est un pays qui est très, très important dans les relations sud-sud. C'est un pays qui est capable vraiment de faire avancer beaucoup de choses s'il y a les conditions qu'il faut. Notamment dans le domaine sécuritaire. Voilà, d'ailleurs, la Grande-Bretagne, dans le communiqué, le Royaume-Uni s'est félicité de la nomination du Maroc en 2024 en tant que vice-président d'Interpol pour l'Afrique. Et donc, ce qui renforce son rôle croissant dans l'application de la loi internationale. Effectivement, lorsque vous voyez par exemple les doctrines géopolitiques qui ont façonné la Grande-Bretagne, la vision de la Grande-Bretagne, il y a Mackinder pour parler de centralité de la Grande-Bretagne. Et il y a aussi Spikeman dans la mise en place de la périphérie et ce qu'on appelle les corridors qui sont des leviers stratégiques pour la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le Maroc propose une nouvelle vision qui va être couplée avec ces deux visions géostratégiques de la Grande-Bretagne. C'est la coproductivité et la co-souveraineté productive entre nord-sud. Donc c'est une nouvelle architecture entre le nord et le sud dont le Maroc a la centralité, étant donné que la projection stratégique de la Grande-Bretagne, c'est l'Indo-Pacifique. Pour arriver à l'Indo-Pacifique, il faut avoir des corridors. C'est le sud de l'Atlantique. C'est le corridor entre la Méditerranée, en passant par les provinces du sud du Maroc. Joe Biden, lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama, il n'a pas dit ça comme ça. Lorsqu'il a dit le Maroc is the gate of Africa. Donc le Maroc, c'est cette porte qui est capable vraiment de générer, capable de transformer. Quels sont les intérêts justement de la Grande-Bretagne en passant justement par l'Afrique vers l'Indo-Pacifique? Tout à fait, parce que, écoutez, regardez maintenant, on peut parler par exemple de la crise russo-ukrainienne et russo-ukrainienne. Il y a un problème grave, il y a un antagonisme entre la Russie et l'Ukraine. Donc, tous les corridors possibles peut-être demain seront fermés. Aujourd'hui, on parle par exemple du corridor par exemple de la mer Rouge en passant par la Méditerranée, avec ce qui se passe par exemple au Yémen, avec ce qui se passe dans le Proche-Orient. Ce n'est pas un corridor stable. Aujourd'hui, le corridor le plus stable, le plus ambitieux et qui est capable vraiment de cocher toutes les cases de la sécurité et la stabilité, c'est ce corridor qui est en train de se mettre en place en partenariat avec le Maroc. C'est pourquoi on parle des initiatives de corridor de la souveraineté partagée. Parce que ce corridor-là, il est de dimension géostratégique pour la Grande-Bretagne et de l'espace géopolitique euro-atlantique, étant donné que la doctrine de nord de l'Atlantique, il dépend de la vision de la Grande-Bretagne pour concevoir un espace géostratégique qui est l'espace atlantique. Et de fait, la géopolitique marocaine qui est basée sur la mise en place de ces initiatives de corridors stables, sécurisés, à travers aussi des projets colossaux structurants, à travers par exemple des visions royales, comme par exemple le gazoduc du Nigeria passant par
13 pays du continent africain et qui va sécuriser aussi donc, les pays de l'Europe de l'Ouest. Et aussi, on parle aussi du désenclavement du pays du Sahel, qui est en profondeur stratégique pour la stabilité et la sécurité des pays européens et notamment la Grande-Bretagne. Je pense aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une vision plus ambitieuse entre London et Rabat. Et je pense que Washington est très, très sensible à ce renforcement des relations parce que, comme on a dit lorsqu'il y avait donc, la mise en place du gouvernement britannique, si vous vous rappelez, Mme Khadija, lorsque David Lammy a été nommé, il ne faut pas oublier que les Américains, ils sont très vigilants et très sensibles pour renforcer la relation entre London et Rabat. Très bien, merci beaucoup, Cheikh Kabiroudani. Un mot de la fin, docteur Yati, oui, notamment sur tous ces secteurs, éducation, droits de l'homme aussi, avec ce dialogue informel sur les droits de l'homme tenu il y a quelques années, et puis qui devrait se tenir cette année. Nouvelle discussion autour de la question des droits de l'homme à Londres en juin de cette année. Oui, alors le Maroc a évidemment un rôle à jouer en tant que pays africain, arabe et musulman pour apporter aussi sa pierre à l'édifice sur la question des droits de l'homme avec son modèle singulier. Et bien évidemment, nos partenaires et nos amis britanniques seront aussi friands de partager leur expérience quand on sait qu'au-delà de la question des droits de l'homme qui est très importante, il y a aussi toute une diplomatie culturelle des Britanniques et qui ont envie de voir de plus en plus de Marocains parler la langue anglaise. Et évidemment, ça intéresse beaucoup les Marocains, en particulier les plus jeunes, pour pouvoir se connecter, puisque la langue anglaise est et demeure, en tout cas pour un long moment encore, la langue surtout la plus grande exportation de la Grande-Bretagne. Exactement. Donc, évidemment, les Britanniques vont faire ça avec beaucoup de plaisir et les Marocains seront récepteurs, comme toujours, de ce genre d'initiatives qui permettent au Maroc aussi de briller par le multilinguisme qui caractérise beaucoup de nos compatriotes. Ain't that right? Merci beaucoup, docteur Yatioui. Et je réitère mes remerciements à mon invité sur le plateau, c'est Cheikh Kabiroudani. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Khadija. Un avenir partagé et radieux, c'est le cas de le dire, qui se dessine devant Rabat et Londres. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes.